Hello tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de sensibilité et vous poser la question, savez-vous quel type de sensible vous êtes? Alors c'est une question qui est légitime, il y a des personnes qui vont se reconnaître immédiatement en tant que personne sensible, et puis d'autres qui vont dire j'ai un soupçon de sensibilité mais je ne suis pas exactement sûre. Si c'est le cas, quel que soit le scénario, vous êtes au bon endroit, puisque je vais vous présenter 3 types de conscience de la sensibilité que je retrouve le plus fréquemment en cabinet de naturopathie quand je suis face à des clients. Et ces 3 types de niveau de conscience de la sensibilité vont pouvoir nous orienter vers différentes réponses clés naturelles, puisque quand on est très sensible, on est souvent très emprunt au stress, au surmenage, à la fatigue et à la perte de sens. Donc, pourquoi j'aborde le thème de la sensibilité? Parce que c'est vraiment, c'est un thème qui me tient énormément à cœur. C'est vraiment, on va dire, ma spécialité en naturopathie, de m'adresser aux personnes qui sont conscientes ou non qu'elles sont sensibles, et parce qu'elles souffrent du fait de cette sensibilité, d'un excès de stress, de surmenage, c'est-à-dire de dépenses d'énergie à outrance, ou au contraire, elles ont poussé le bouchon trop loin et elles sont plutôt dans un scénario de fatigue, d'épuisement, d'écroulement, voire de baisse de morale, voire de burn-out. Ou encore, tout simplement, parce qu'elles sont dans un scénario plutôt de sensibilité et face au monde, face à tout ce qu'il y a autour, elles ne se reconnaissent pas vraiment, donc elles ont effectivement le moral qui vacille, des questionnements par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, dans la société, au niveau de la planète. Et donc, il y a des troubles physiques, émotionnels, mentaux au niveau de la pensée qui se manifestent. Et donc, en naturopathie, je peux aider à soulager par toutes les méthodes naturelles que je cite dans mes vidéos. Donc cette vidéo, elle est vraiment là pour venir présenter 3 cas particuliers de conscience de la sensibilité, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et donc je vais vous présenter ces 3 cas différents parce que en thérapeutique, en cabinet, il va y avoir 3 approches différentes, en tout cas de ma part, ou de la part de tout autre thérapeute, pour s'adapter justement au niveau de conscience que la personne aura de sa sensibilité ou non. Donc le premier sensible, je vais utiliser le masculin pour faire simple, mais le ou la, première sensible au type de sensible, ça va être le sensible qui s'ignore. Je ne vais pas dire le sensible ignorant, mais voilà, qui s'ignore dans le sens où il sait que quelque chose ne va pas. Il ressent dans son fort intérieur que soit il y a des signes apparents, visuels, que lui analyse mentalement, il est très dans le mental, dans la réaction en fait, la réactivité par rapport aux signes qui se présentent. Il va remarquer qu'il va y avoir soit du surmenage, du stress, et donc des signes de surmenage et de stress, comme par exemple une respiration plus rapide, plus courte, plus serrée, le cœur qui s'emballe plus facilement, on va dire des contractions musculaires à certains endroits du corps. Il va être conscient de ces choses-là, ou alors dans les cas de fatigue, il va se rendre compte qu'il y a un ralentissement avéré de l'énergie habituelle qu'il pourrait avoir et donc une frustration qui va avec, qu'il n'a plus le même jus qu'il a d'habitude. D'un côté, on a le scénario de la personne qui vit à 1000 à l'heure, qui a à fond les ballons, qui va dire j'ai le temps pour rien, j'ai même pas le temps pour moi. De l'autre côté, on a la personne qui va constater qu'elle a plus de jus véritablement et plus les capacités de faire ce qu'elle faisait avant. Ça, normalement, c'est acquis en termes de symptômes. La personne s'est observée qu'elle a des déséquilibres, on va dire, mais bien souvent, ces déséquilibres, ils sont notés une fois la tempête passée, c'est-à-dire une fois que le mal est fait finalement, une fois que l'épisode imminent de stress est passé, une fois que l'épisode de fatigue intense est passé. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand il y a des oscillations. Après coup, la personne va dire tiens j'ai eu ça ou j'ai ça, mais elle va pas forcément en être consciente par anticipation et elle va pas forcément en être consciente, on va dire, dans le moment présent.
Et donc ça, pour moi, lorsqu'on est face à quelqu'un qui est sensible, il faut savoir que les personnes sensibles, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus à même de s'user nerveusement parce que leur système nerveux est calibré de telle façon que elles s'intéressent à tout, elles ont le regard porté sur tout, elles sont branchées sur l'extérieur et c'est une dépense énergétique qui est énorme par rapport au reste de la population. Donc pour rappel, les personnes sensibles, dites hautement sensibles, constituent à peu près 20% de la population. Et on a en face la norme sociétale qui est le 80% de personnes dites moins sensibles ou moins en hypersensibilité ou en haute sensibilité. Ce sont des gens qui se posent moins de questions, sont plus fonceurs, vont de l'avant sans forcément se poser des questions existentielles ou observer ce qu'il y a autour à tout va. Alors que la personne sensible, elle est vraiment branchée sur les stimuli des 5 sens, mais aussi sur le mental, les émotions, etc., etc. On dit qu'elle est en hyper-réflexion par rapport aux choses et en hyper-émotion par rapport aux choses. Et donc, les sensibles qui s'ignorent, ça va être les personnes qui poussent le bouchon trop loin, qui notent qu'il y a effectivement des changements au niveau physique, mental, émotionnel, énergétique, mais qui n'ont pas conscience du tout qu'elles ont cette haute sensibilité, qu'elles font partie du 20% de la population qui est, on va dire, plus fragile nerveusement. Ça ne veut pas dire plus faible, ça veut juste dire plus à même de développer une usure plus rapidement et de façon plus importante que la grande majorité de la population. Et donc là, pour ces personnes-là, souvent, il y a une coupure du corps qui est manifeste. Il y a une coupure entre la conscience, c'est-à-dire le mental, pour faire simple, et le senti de son corps. Ces personnes-là, elles voient que la surface, que la superficie, comme je vous disais tout à l'heure, le cœur qui bat vite, la respiration qui est saccadée ou courte, à de faibles amplitudes, les contractures musculaires éventuellement, mais ça s'arrête souvent là. C'est rare qu'elles aient vraiment fait une réflexion profonde et au-delà d'une réflexion, un ressenti profond de leur corps au niveau digestif par exemple. Est-ce qu'il y a des troubles digestifs avérées, évidents, mais qu'elles ne ressentent pas parce qu'elles ont shunté complètement, parce que le pont entre le mental et le senti est coupé. Est-ce que voilà, le surmenage ou la fatigue amène des troubles digestifs? Est-ce que ces troubles sont ressentis? Est-ce que s'il y a des troubles hormonaux qui pourraient être dus à du stress, du surmenage ou de la fatigue intense ou du burn-out, est-ce qu'elles ont conscience de ces troubles hormonaux? Est-ce qu'elles ont conscience, par exemple, des problèmes de peau, des problèmes articulaires, tout changement plus profond, plus systémique, qui pourrait être perçu en fait par toute personne qui a l'habitude de poser son regard et son senti sur son corps. Et c'est rarement le cas chez le sensible qui s'ignore. Voilà. Donc là, on va chercher des solutions. Pour chaque cas, je vais vous présenter l'approche que moi, je trouve appropriée en tout cas. Le thérapeute va amener la personne vers plus de conscience de ses propres sensations. Ça veut dire aller faire un travail sur les signes du corps, sensibiliser aux signes du corps, aller chercher par la réflexion dans un premier temps, mais aussi le fait de fermer les yeux et de se poser sur où est-ce qu'on prend son stress dans son corps, quelle zone du corps est impactée, par exemple. Lorsqu'on respire posément, calmement, on va faire des exercices qui vont nous amener à voir où la personne bloque, à quel moment de la respiration du cycle respiratoire la personne bloque. Est-ce qu'elle bloque sur l'inspire? Est-ce qu'elle bloque sur la rétention pleine? Est-ce qu'elle bloque sur l'expire? Est-ce qu'elle bloque sur la rétention à vide? Donc, on va travailler vraiment des choses qui sont très somatiques à travers le souffle, à travers le fait de fermer les yeux, de ne plus être pris par l'extérieur, mais de tourner son regard vers l'intérieur et d'aller sentir où sont les contractures et
comment elle se manifeste. On va poser des mots dessus. Comment ça se manifeste? On peut poser des couleurs, on peut poser des sensations. On va vraiment rentrer en profondeur dans la sensibilisation du corps jusqu'à ce que la personne puisse être en mesure par elle-même en fait d'identifier, de reconnaître et puis de ressentir où ça fait défaut et ce sur quoi on pourra travailler. Et en fonction de ça, évidemment, le thérapeute pourra orienter vers telle pratique respiratoire, vers telle pratique de méditation par exemple, ou vers telle pratique de conscience du corps, tel mouvement. Dans mon cas, moi je propose des mouvements de Qigong. Si c'est lié à des émotions, s'il y a des tensions liées à des émotions qui s'inscrivent dans le corps, il y a des pratiques de Qigong qui sont très utiles pour ça, qui nous permettent de déloger par le souffle, par le geste, par l'intention des émotions qui pourraient être engrammées dans le corps. Et on va aussi pouvoir identifier la plante qu'il faudra pour la personne qui sera parfaitement adaptée à la personne par rapport à son état de tension ou de relâche. Si on a besoin de descendre l'énergie, de la remonter, on va pouvoir conseiller des compléments alimentaires en lien avec ce que la personne ressent, des conseils pour l'assiette, etc., etc., etc. Donc le programme est vaste et les clés sont, on va dire, très nombreuses. Le tout, c'est de pouvoir véritablement s'adapter à la personne qui ignore sa sensibilité. L'autre, on va dire versant, on va dire pendant, l'autre grand axe de travail qui va être très important pour le sensible qui s'ignore, ça va être de véritablement éduquer par rapport aux besoins existentiels, physiologiques des sensibles. C'est-à-dire d'expliquer que la personne ultra hautement sensible a des besoins de repos, de ressourcement, de calme, de recharge, que la majorité de la population n'a pas en fait. Et donc ça se répercute sur le temps de sommeil, sur le temps pour soi, sur le temps d'activité physique, sur le temps de contemplation des choses de la vie qui pourraient faire du bien et du plaisir à la personne, en contrepartie des temps de dépenses énergétiques, que ce soit de l'activité physique, de l'activité mentale. Je parlais tout à l'heure d'activité physique, de sport, mais le sport, ça peut être aussi un ressourcement, comme ça peut être une dépense selon l'intensité, la nature du sport, etc. Et surtout le rapport mental qu'on a au sport et le temps qu'on y accorde. Donc l'idée, ça va être d'éduquer la personne pour lui dire « tu sais que quelque chose ne va pas », tu as bien conscience des signes apparents en surface, c'est la pointe de l'iceberg. Maintenant, laisse-moi te rassurer et te dire que tu fais partie de ce 20% des gens hautement sensibles et que donc il y a une partie de toi qui va forcément, je vais dire, défaillir, c'est pas le mot défaillir, il y a une partie de toi qui va être forcément plus fragile, même si tu es forte, parce que la sensibilité c'est une force, à mon sens, en tout cas, tu vas avoir plus de probabilité de t'effondrer si tu ne ménages pas tes dépenses d'énergie et ta récupération d'énergie. Et donc voici les besoins types existentiels, primordiaux, reconnus par des psychologues qui ont étudié la question, des personnes sensibles qui constituent le 20% de la population. Et numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, on passe la liste en revue pour que la personne puisse pleinement, être éduquée, mais 2 aussi se reconnaître et dire ah bah tiens oui effectivement si je dormais plus, si je dormais autant d'heures que ce qu'on me suggère là, effectivement peut-être ça irait mieux dans ma vie. Si je m'accordais autant de temps pour moi que ce qu'on me recommande là, effectivement ça irait certainement mieux dans ma vie. Etc., etc. Donc voilà pour le premier profil du sensible qui s'ignore. On axe beaucoup sur la somato, sur le corps, sur le sentier du corps qui nous amène vers des émotions, des pensées. Mais on commence par le corps parce qu'en général, la personne en est coupée et on éduque sur les besoins essentiels des personnes dites hautement sensibles. Alors le deuxième cas de figure, c'est le sensible ou la sensible qui est caché et frustré. Alors caché et frustré, effectivement, ça va de pair.
Tout simplement parce que cette personne, en général, elle est sensible, elle sait qu'elle est sensible, elle a conscience qu'elle a une perméabilité à l'usure nerveuse qui est beaucoup plus importante que la majorité de la population. Et donc, elle est plus perméable au stress, au surmenage, mais aussi à la fatigue et à l'épuisement. Mais elle n'ose pas affirmer sa sensibilité publiquement. Tout simplement parce que le regard de la société est assez négatif par rapport à la sensibilité, en 2025 en tout cas. Et en fait, la sensibilité est perçue par l'extérieur comme, malheureusement dans le système dominant, une faiblesse, une vulnérabilité, une fragilité, quelqu'un de frêle en fait, qui ne serait pas capable d'être robuste, d'endurer, d'aller de l'avant et d'être efficace et optimal pour le système capitaliste qui est en place. Je souris parce que c'est malheureusement la perception qu'ont la plupart des personnes de la sensibilité, même si on évolue lentement et petit à petit les gens commencent à accepter quand même et à assumer leur sensibilité et à accepter qu'elle existe chez les autres surtout. Mais dans le système actuel, c'est vrai qu'on est encore loin, on a encore beaucoup de progrès à faire. Et malheureusement, ce qui n'est pas mis en avant du tout, c'est justement les qualités de la sensibilité qui sont complètement balayées sur le côté. Et Dieu sait que des qualités, il y en a en fait, parce qu'il y a énormément de bénéfices à avoir 20% de la population qui est plus dans la réflexion, plus dans l'empathie, plus dans la profondeur des sensations, plus dans le lien à l'autre et un regard positif et bienveillant sur ce monde en fait. Et donc ces personnes-là, malheureusement pour elles, je dis qu'elles sont cachées, frustrées, parce qu'elles ont une lutte intérieure qui est presque insoutenable. Si vous faites partie de cette partie de la population sensible, vous allez vous reconnaître, parce que vous savez au fond que vous êtes sensible, vous ressentez physiquement tous les signes que j'ai pu évoquer dans le premier cas de figure, donc je ne vais pas revenir dessus. Vous subissez ces signes parce que malgré vous, eh bien, vous n'osez pas exprimer ouvertement votre sensibilité, afficher que vous êtes sensible au monde extérieur par peur de jugement, par peur d'être mis de côté, par peur d'être catégorisé, on va dire, étiqueté, et par peur d'être mis au placard, tant au niveau social qu'au niveau professionnel, qu'au niveau amical, qu'au niveau personnel, peut-être familial, ça dépend complètement des contextes. Et donc, vous vivez un décalage énorme entre ce vécu intérieur qui est riche et empli de potentialités avec des aspirations pour un mieux-être, pour aller vers un mieux-être, surtout si vous souffrez de stress, de surmenage, de fatigue, d'épuisement. Vous avez l'envie de vous en sortir et vous savez que votre câblage, votre système nerveux est plus challengé, on va dire, que la norme. Et en même temps, ce vécu intérieur qui est d'une grande richesse et qui a des envies nobles et belles, de mieux-être pour soi, mais aussi de mieux-être pour la planète, l'extérieur, l'environnement, les autres, eh bien, est complètement en décalage avec le vécu extérieur que vous affichez publiquement, comme si publiquement les gens pensaient que vous étiez peut-être plus robuste, plus endurant, plus résilient. Voilà, on essaie de mettre en avant un peu une façade peut-être plus dure de quelqu'un qui encaisse, qui dit oui c'est bon, ça va, oui ça va aller, et puis intérieurement vous vous écroulez en fait. Et cette dichotomie entre intérieur et extérieur, c'est une souffrance. C'est vraiment quelque chose qui est très dur à vivre. Psychologiquement, les personnes qui sont dans ce cas de figure, elles ont deux émotions en général qui ressortent le plus souvent, c'est la frustration. La frustration intérieure qui s'accompagne effectivement de l'aspect émotionnel, de dire je suis frustrée, mais aussi de ne pas pouvoir être ce que je suis en fait, dans ma nature profonde, de ne pas pouvoir pleinement être libre de l'exprimer. Et en même temps, il y a en face... dans la frustration, on va retrouver aussi tout le côté physique, physiologique. La frustration, elle s'accompagne de
tension énorme dans le corps, c'est, on va dire, un degré moindre sur le même spectre que la colère, sauf que c'est de la colère intériorisée qui fait énormément de mal si on ne la laisse pas sortir. Donc la personne garde tout à l'intérieur et c'est un peu la tempête intérieure avec tout ce que ça peut engendrer comme troubles physiologiques et physiques en termes de tension musculaire, mais aussi de dérèglements hormonaux, digestifs et j'en passe. Donc, métabolique, etc., etc. Donc, cette personne-là, elle vit un petit peu un moment difficile et elle peut avoir été conditionnée, enfin souvent c'est le cas, conditionnée par la société ou par la famille ou par le conjoint, la conjointe ou par des amis. En général, il faut vraiment des fois revoir complètement le cercle d'influence externe pour aller vers un mieux-être. Alors les solutions pour ce type de profil du frustré, du sensible frustré caché ou caché frustré, ça va être dans un premier lieu de faire un rappel des besoins des personnes sensibles. Même si la personne normalement en est consciente, de reprendre, de repasser en revue toute la liste telle qu'elle a été cliniquement établie par des psychologues qui ont étudié la question, pour dire, ben voilà, pour rappel, il y a besoin de ci, il y a besoin de ça, au niveau du temps pour soi, du sommeil, de la créativité, de la contemplation, pour contrebalancer les dépenses d'énergie et les récupérations, le ressourcement d'énergie, comme je le disais tout à l'heure. La personne va certainement dire qu'elle est déjà au courant de certaines de ces choses-là, mais il y a un niveau de détail quand même dans cette liste de besoins existentiels pour les sensibles qui en général n'est pas toujours fraîchement en mémoire chez tout le monde. Donc ça vaut le coup quand même d'aller dans la profondeur pour aller expliquer aussi pourquoi c'est important. Parce que rappelez-vous, les sensibles ont besoin de comprendre pourquoi. Deuxième axe, très important, le thérapeute doit vraiment insister sur la norme. Ce qu'on entend par là, c'est oui, il y a un système dominant avec 80% de la population dont le câblage nerveux est assez résistant face à l'endurance, face à des aléas de la vie. Il y a un système dominant qui est dit la norme, qui constitue la majeure partie de la population dite moins sensible. Mais il reste quand même 15 à 20% de la population dite hautement sensible. Et 15 à 20% de la population dite hautement sensible, ça fait quand même un gros morceau. Et pour quelqu'un qui n'ose pas s'afficher en tant que sensible, c'est super important de savoir qu'il ou elle appartient à une communauté, qu'il ou elle appartient à une tribu, qu'il ou elle a sa place, qu'il ou elle n'est pas seul, pas isolé. Parce que bien souvent, quand on découvre sa sensibilité, on n'est pas forcément éduqué par rapport à toutes les études qui ont pu être faites par rapport à ça. Or, aujourd'hui, on sait que la sensibilité est utile au niveau existentiel pour l'évolution de l'espèce humaine, pas qu'humaine d'ailleurs, parce que c'est un pourcentage de la population qu'on va retrouver chez beaucoup d'espèces animales, et on sait qu'on a notre rôle à jouer en tant que personne sensible dans ces 20%, ces 15-20% de la population. Et pour quelqu'un qui est sensible, frustré, caché, ça va être une énorme révélation. Parce que d'un coup d'un seul, elle va se dire, en fait, je ne suis pas isolée, je ne suis pas dans mon coin. Surtout si elle a été conditionnée par la famille, par la société, fortement depuis l'enfance, et qu'on l'a un peu cataloguée en pointant du doigt en disant, toi tu es comme ça, toi tu es différent des autres, toi tu es plus lent, toi tu es dans la lune, toi tu es. On isole en fait, en pointant du doigt comme ça, on isole la personne. Et pour elle, ça va être une bouffée d'air frais que de savoir que non, il y a une tribu qui existe, qu'elle en fait partie, qu'il suffit qu'elle ouvre un peu, qu'elle mette des œillères par rapport, on va dire, aux 80% de la population, qu'elle évite de se comparer aux gens qui ne sont pas comme elle, et qu'elle ouvre ses horizons, qu'elle réoriente son regard et son cœur vers les gens qui sont véritablement comme lui ou elle. C'est-à-dire des gens qui vont partager ces traits de sensibilité, qui seront à même d'échanger, de dialoguer, de comprendre, de partager des expériences, peut-être au niveau professionnel, mais aussi amical. Et donc, ce point-là, il va être crucial. De dire, voilà, tu fais partie
d'un formidable groupe de gens dont le rôle va être très important pour sensibiliser les non-sensibles à certains éléments importants pour le bien-être de l'humanité, de la planète, etc., etc. Tu as une utilité et donc tu n'as plus besoin d'avoir honte, parce que j'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai parlé de frustration, de culpabilité, mais j'ai pas parlé de honte. Tu n'as plus besoin d'avoir honte, tu n'as plus besoin d'avoir peur d'afficher publiquement, d'exprimer ta sensibilité. Et tu n'es pas seul surtout, tu vas être accompagné, soutenu, et pour ça tu peux te tourner vers certaines communautés qu'il faudra que tu ailles chercher, mais voilà, le thérapeute peut orienter vers certaines niches de groupes chez qui la personne pourra se retrouver plus à l'aise. Les clés ensuite thérapeutiques, on va dire, ça va être de travailler à la fois le corps et le mental. Le corps, on va reprendre tous les exercices de somatisation que j'ai évoqués dans le premier cas, c'est-à-dire le souffle, le mouvement, la conscience, l'émotion qu'on met dans le souffle et le mouvement, et le rapport au corps qu'on va avoir, du travail de décontracture musculaire, des automassages. En complément, l'assiette, ce qu'on met dans son assiette pour soutenir le système nerveux, le nourrir en profondeur, des plantes, des compléments alimentaires, des huiles essentielles, on va solliciter les 5 sens, voilà, tout ça, les bains de nature, etc. Tout ça, ça va être mis en avant. Mais il y aura aussi un gros travail à faire au niveau psychologique sur la perception de l'identité. Donc là, on va aller par le biais de certaines questions qu'on va poser, aller aider la personne à réorchestrer la perception qu'elle a de sa propre identité, puisque l'identité avant était, on va dire, scindée en deux, entre le côté sensible vécu intérieurement et le côté on va dire endurant, façade, qui était projeté extérieurement. Et là, il va falloir unir les deux et embrasser pleinement sa sensibilité, si la personne le souhaite, bien sûr. Je dis il faut, mais il n'y a aucune obligation. Et ça, pour arriver à ça, il faut recalibrer profondément la perception que la personne a de sa propre essence, de sa propre identité, pour défaire en fait le conditionnement qui a été imposé par la société. Pour ça, il y a des techniques de coaching qui existent pour amener la personne vers ce qu'on appelle le fait de défocaliser le positif et le négatif sur une situation donnée. On arrive par des questions, apporter de la valeur du positif sur des situations qui n'étaient pas perçues comme étant positives, comme la sensibilité, et aussi apporter un regard différent sur tout ce qui était perçu avant comme positif, mais qui était nocif pour la personne dite sensible. Donc voilà un beau programme qui permettra très certainement à la personne qui est on va dire en sensibilité frustrée et cachée, de pleinement s'épanouir et de pouvoir enfin exprimer son plein potentiel. Enfin, le troisième et dernier cas que je peux observer en cabinet autour de moi, c'est le sensible qui est pleinement conscient. Donc c'est la personne sensible qui est assumée, on va dire, voilà, qui assume sa sensibilité, mais qui est souffrante. Alors, j'explique ce que j'entends par là. La personne qui est assumée, elle est pleinement consciente de sa sensibilité. Elle est bien éduquée par rapport aux besoins des personnes sensibles. Elle baigne dans sa sensibilité depuis un long moment. Elle respecte ou a su respecter ses besoins essentiels de ressourcement, de repos pour contrecarrer tous les moments de la vie où elle va dépenser son énergie. Et en général, elle sait bien gérer, on va dire, son corps. C'est au niveau du moral que ça ne va pas. Il y a une souffrance profonde qui est là parce que elle a perdu le sens, elle a perdu l'espoir. Il y a un fil, il y a quelque chose qui s'est coupé.
Elle n'a peut-être pas suffisamment de soutien communautaire, elle s'est peut-être un peu isolée, comme ça peut nous arriver à tous, hein, les aléas de la vie font que des fois on s'égare un petit peu. Et cette personne-là, elle est désemparée, elle est désespérée face à tout ce qu'elle peut observer, particulièrement dans le monde autour, c'est-à-dire l'état du monde, l'état de la planète, l'état de l'environnement, et Dieu sait que si en plus on regarde les news, le moral peut vite être plombé. Ça inclut toutes les valeurs dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas, ou le manque de valeurs peut-être du monde, c'est-à-dire le consumérisme à outrance, le capitalisme, les politiques extractives des ressources de l'environnement, etc., etc. Et donc, ces personnes-là, elles ne perçoivent pas suffisamment la valeur du monde, c'est-à-dire que le regard est noirci quelque part, et elles ne perçoivent pas suffisamment leur propre valeur intérieure, c'est-à-dire tout ce qu'elles ont à donner, leur valeur propre, essentielle, leur qualité, leur don qu'elles ont à offrir au monde. Parce que la sensibilité, comme je le dis souvent, est une qualité essentielle qu'il faut rappeler aux personnes sensibles parce qu'on est tellement conditionné pour penser le contraire que c'est tellement facile de glisser vers la noirceur et vers le pessimisme. Et donc, il faut faire un sacré travail intérieur, de rayonnement intérieur, pour pouvoir garder cette lumière intérieure, la rayonner pour soi, et puis en direction des autres. Parce qu'on a tout à donner. Quand on est sensible, on a vraiment beaucoup d'empathie pour le monde, on a beaucoup de bienveillance pour le monde, de compassion, et on a un grand cœur en général, et donc on a envie de donner. Mais quand on voit que l'extérieur n'est pas prêt à recevoir, eh bien la noirceur peut prendre le dessus. Donc pour ces personnes-là, il va y avoir un gros travail, j'aime pas trop le mot travail, mais bon, on va poser son attention, sa conscience sur tout ce qui est psychologique, évidemment, perception du monde cette fois-ci. Le monde n'est pas si noir, d'aller voir la beauté du monde, faire des bains d'immersion en pleine nature, d'aller chercher la beauté et l'émerveillement dans tout ce qu'il y a autour de nous. J'en ai parlé énormément dans mes vidéos sur la nature, donc je vous renvoie vers ces vidéos si vous voulez des idées pour aller chercher de l'inspiration, de la créativité, de la foi, de l'espoir dans la forêt, l'océan, la mer, la cascade d'eau, les saisons, l'éternel renouvellement, la beauté d'une fleur qui éclot, etc., etc. Et puis l'aspect sensoriel que la nature peut nous offrir. Et il va y avoir aussi besoin d'un travail symbolique, vraiment symbolique, parce que on va utiliser des symboles qui soient issus de la nature, issus de mythes, de mythologie peut-être, issus d'un langage autre que le langage fonctionnel, habituel, conventionnel, qui va inspirer la personne sensible. La personne sensible, elle a besoin de beau, d'esthétique, de foi, d'espoir. Elle a besoin un petit peu d'un monde bisounours. Et si on veut l'amener à porter son regard sur le monde un petit peu différemment et croire en ce monde, eh bien, il faudra user d'images jolies, d'images inspirantes qui passent par la nature, mais qui passent aussi par la symbolique, voilà, d'histoires à succès. Raconter des histoires à succès, des histoires belles, des histoires de beaux dénouements, même si évidemment on ne vit pas dans un monde de bisounours et qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas dans ce monde, mais cette personne-là n'a pas besoin d'entendre ces choses-là maintenant parce qu'elle est borderline déprime, voire dépression. Et donc on va utiliser la symbolique aussi de tout ce qui est plus grand que soi. La personne sensible, elle a énormément d'avoir besoin de se sentir faisant partie d'un grand tout. Et j'entends par là pas forcément des choses très cuit-cuit, mais ça peut être juste d'être un humain sur Terre qui fait partie d'une belle communauté d'humains et qui fait partie du vivant, voilà, que ce soit animal, végétal, les éléments de la nature tout autour. Tout est orchestré, il y a une logique, il y a une logique, il y a une essence, il y a une raison pour l'existence du vivant tout autour et en soi. Et donc
le plus grand que soi, que ça passe par des choses très terrestres, très terre à terre, ou que ça passe par la spiritualité, les aspirations, les envies, les croyances, peu importe finalement, chacun y trouvera son compte, mais on va utiliser le plus grand que soi parce que ça tire vers le haut. Ça aussi, ça dézoome le regard. On n'est plus focalisé sur soi, ses propres petits problèmes. On fait partie de quelque chose qui est bien au-delà de sa propre carapace, de son propre nombril, et donc on est tiré vers le haut, le regard est rehaussé, on a le regard qui est élargi, et ça nous permet de voir les choses avec une autre perspective. Donc ça va être très très important pour les personnes qui sont en souffrance psychologique. Après, s'il y a vraiment de la déprime, pour pas dire dépression, on va accompagner la personne du moment qu'il n'y a pas un risque, on va dire, vital pour la personne, auquel cas il faut qu'elle se tourne vers le corps médical, mais on va accompagner la personne par des pratiques de somatisation, de régulation du souffle, de régulation du cœur, de massage, d'acupressure, de mouvement, d'exposition à la lumière pour rehausser le moral. Dans le cas de la déprime, il y a des plantes qui peuvent extrêmement aider la physiologie, on va dire, cérébrale, les neuromédiateurs. Donc, et puis l'assiette aussi, on peut nourrir son système nerveux pour qu'il soit le plus optimal possible au niveau de l'hygiène de vie. L'activité physique fait partie des premiers antidépresseurs, etc., etc. Et puis il va y avoir aussi le dernier outil, je dirais, ça va être le passage à l'action concret. D'encourager ces personnes à ne pas être dans des méta-pensées ou des méta-émotions, parce que le sensible s'y perd facilement. Pour rappel, les méta-pensées, c'est les pensées à propos de pensées, où on rumine, on rumine, on rumine. Et les méta-émotions, c'est les émotions qui viennent se cumuler, effet boule de neige, à propos d'émotions déjà existantes. On construit des films dans son esprit qui peuvent parfois prendre beaucoup d'ampleur et d'importance et beaucoup de place. Et donc, ces personnes-là vont avoir besoin de passer à l'action, de concrétiser véritablement. Une fois qu'elles auront identifié la valeur du monde, on va travailler sur leurs valeurs essentielles, propres, personnelles. Donc les valeurs auxquelles elles aspirent, par exemple la liberté, l'amour, la bienveillance, mais aussi leurs valeurs à elles, leurs dons, leurs qualités, ce qui fait qu'elles sont, elles, dans leur unicité et qu'elles ont quelque chose à apporter au monde. C'est de faire ce pont entre l'humain et le monde, de dire, toi en tant que personne sensible, tu as ce rôle d'alerter les autres, de pointer du doigt, de montrer l'exemple par rapport à ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va. Et tu as un don, que ce soit dans le lien humain, que ce soit dans le lien créatif, que ce soit via l'art, l'expression corporelle, la thérapie. Toutes ces personnes, les personnes sensibles, ont quelque chose à apporter aux autres et au monde. Et l'idée, c'est d'aller reconnaître ce que c'est que ce don. En général, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce pourquoi on est passionné. Et ensuite, passer à l'action, c'est-à-dire pas rester dans son cerveau, poser des actes, aller concrètement poursuivre cet objectif, coûte que coûte, quoi qu'il advienne, parce que ça fait du bien au moral et parce que c'est bon pour la santé. Voilà donc ces trois approches pour ces trois cas de sensibilité qui sont sensiblement différents, avec des niveaux de conscience complètement différents. Les trois sont sensibles, ils ont ça en commun, leurs besoins sont identiques. Le premier va être occulté, ignorant par rapport à cette sensibilité. Le deuxième va être à moitié dedans, les fesses entre deux chaises. Et le troisième va être dedans, mais dans une passe de vie, un passage à vide qui fait qu'il a perdu un petit peu la foi et la beauté du monde et la beauté intérieure. Donc, trois approches différentes, qu'elles passent par le corps, le cœur ou l'esprit, qui vont permettre à ces personnes de retrouver une forme physique, retrouver le moral, la joie de vivre et pouvoir être le meilleur acteur de sa santé et puis pouvoir rayonner vers les autres, puisque de façon ultime, c'est bien d'être bien dans sa peau, mais après c'est bien de partager son bien-être avec d'autres aussi.
si on veut que cheminer, on va dire, au niveau sociétal et planétaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Si ce que je vous raconte ici vous intéresse, vous pouvez vous pencher sur les programmes d'accompagnement que je propose. Retrouvez ça sur mon site mynaturel.fr. J'accompagne donc les personnes sensibles qui sont conscientes ou pas de leur sensibilité vers plus de bien-être. Si elles sont stressées, surmenées, je les accompagne à réduire l'intensité de la dépense d'énergie, se ressourcer et aller vers plus de calme et d'apaisement. Si elles sont, on va dire, épuisées, eh bien, je vais les aider à rehausser le niveau d'énergie et aller vers quelque chose de plus soutenable au quotidien pour les aider à remonter un peu la pente et de plus endurant, toujours en respectant les besoins sensibles. Et enfin, si elles ont perdu la foi, si elles ont perdu le fil, si elles ont perdu le sens de la vie, la valeur, on va travailler sur des choses plus profondes, comme je l'ai évoqué là dans le dernier cas, qui permettront de rehausser le moral et d'aller vers un mieux-être. Merci infiniment et je vous dis à tout bientôt.